La notion de mérite usitée aujourd'hui est une convention morale, c'est-à-dire qu'il a été convenu que chacun, selon ses agissements ou sa situation, mérite ou ne mérite pas. Et ce sont les comportements vertueux qui méritent, d'un point de vue moral, une rétribution. C'est pour ça que le mérite est intimement lié au sentiment de justice. Mais nous savons aussi que ce même concept n'a d'existence nulle part ailleurs en dehors des sociétés humaines. Et ces sociétés humaines ont l'habitude d'en faire les plus grandes démonstrations lorsqu'elles érigent certains de leurs membres en exemple, jusqu'en les glorifiant parfois, estimant que leur mérite surpasse de bien loin le commun des mortels. Je vais ici utiliser un exemple de la discipline sportive, esthétique, qu'est la musculation, pour décortiquer le concept du mérite. Si vous êtes amateur de musculation, vous vous souvenez certainement de ce culturiste australien qui avait acquis une célébrité fulgurante en très peu de temps, Aziz Shavershian, dit Ziz. Il était devenu un modèle pour des milliers de personnes à travers le monde qui vantaient, voire même qui vouaient une adoration au mode de vie du culturiste. Celui-ci étant passé en quelques années d'un adolescent maigrichon jouant aux jeux vidéo à un homme à la musculature puissante et esthétique et qui jouissait d'une importante popularité. Mais que Ziz a-t-il fait de plus que les autres? Qu'est-ce qui pouvait le rendre plus méritant qu'un autre? Eh bien, il y a en effet plusieurs choses qui l'ont différencié de l'amateur, du lambda des salles de gym. D'abord, c'est une prédisposition certaine à la prise de masse musculaire. C'est une donnée biologique innée qui lui a permis de se muscler comme presque personne ne pourrait le faire. Car même en fournissant les mêmes efforts que lui, et même des efforts bien supérieurs aux siens, et même en respectant son programme de musculation à la lettre, quasiment personne ne pourrait espérer atteindre les mêmes résultats. Et si c'était le cas, alors on aurait des sosies de Ziz dans quasiment toutes les salles de gym. Mais une fois qu'on aura reconnu ces données biologiques, on pourra toujours penser que le mérite n'est pas pour autant à jeter, car il y a ce qu'on appelle la volonté. Et c'est justement là le deuxième point. Il a eu la volonté, dira-t-on. Mais cette volonté, quelle est-elle exactement? Vouloir de l'attention? Vouloir être reconnu? Vouloir se sentir plus fort physiquement, plus performant que les autres, et devenir ainsi séduisant auprès des femmes? Avoir un corps musclé et donc plus esthétique? En somme, on a là tout ce qu'il y a de plus courant chez un homme. Les motivations d'une personne comme Aziz Shavershian n'étaient qualitativement pas différentes de celles d'à peu près n'importe quel jeune homme de son âge. Sa volonté était-elle supérieure en intensité de celle des autres hommes souhaitant atteindre les mêmes objectifs? C'est tout à fait possible. Mais ce qui est certain, c'est que pour atteindre ces objectifs, le niveau de volonté d'une personne comme Ziz n'a pas à être aussi élevé que celui d'une personne quelconque, puisque comme nous venons de le voir, sa prédisposition lui permet d'obtenir de bien meilleurs résultats en fournissant la même quantité d'efforts qu'un autre. Voyant ces résultats supérieurs, sa motivation ne peut que croître, ce qui viendra renforcer son niveau de volonté. On voit donc bien que la volonté, ça ne tombe pas du ciel. Nous n'avons pas la volonté d'avoir de la volonté, car celle-ci a bien sûr une cause autre qu'elle-même, et c'est notre biologie qui nous conditionne à avoir des préférences et à ainsi vouloir ce qui va dans le sens, naturellement, de la satisfaction de nos préférences, autrement dit, de nos besoins, et à éviter les désagréments et la douleur. Alors pour ce qui est de la prise de stéroïdes, bien sûr, ça a contribué à démarquer Ziz. Mais là, nous sortons du sujet car a priori, personne ne reconnaîtrait de mérite particulier à un sportif qui utilise des produits dopants. Mais ces produits dopants lui ont sans nul doute permis d'exploiter davantage ses prédispositions biologiques à la prise de muscles. Mais maintenant, même si on prend en compte les deux réalités que je viens d'énoncer, on pourra toujours objecter que Ziz, lui, passait énormément de temps à la salle et redoublait d'efforts afin d'obtenir le corps qu'il voulait, pendant que certains, mêmement dotés de la volonté d'y parvenir, renonçaient à fournir autant d'efforts. Il serait donc normal de dire que celui qui fournit le plus d'efforts est le plus méritant. Pourtant, cette idée pose encore un problème. C'est que les efforts ne peuvent être fournis que si la personne en a les facultés psychiques et physiques. Et quand on écoute un peu Ziz, il nous dit que pour lui, la dernière répétition,
autrement dit celle qui demande le plus d'efforts, est un véritable plaisir. C'était le plaisir qu'il recherchait. Et d'ailleurs, pour Arnold Schwarzenegger, c'était la même chose. Il comparait même cette dernière répétition à un orgasme. L'effort est donc ici directement assimilé au plaisir, et pas des moindres. Comment cet effort pourrait-il donc être utilisé pour justifier un mérite ? Si de telles figures du culturisme doivent bénéficier d'un certain mérite parce qu'elles ont fourni plus d'efforts, autrement dit qu'elles ont vécu à fond leur passion en se donnant plus de plaisir, alors le même mérite devrait revenir à tout homme se livrant à l'hédonisme le plus décomplexé. Comprenons donc que si certaines personnes ressentent un tel plaisir à faire ici de la musculation, c'est parce que leur corps est ainsi fait, leur génétique les prédispose au plaisir lorsqu'ils se mettent à soulever la fonte, ce qui renforcera d'autant plus leur volonté. Ainsi, celui qui se lance dans cette pratique mais qui échoue après quelques mois seulement n'aura pas moins de mérite que celui qui persévère et qui atteint ses objectifs. La prédisposition à la prise de masse musculaire d'un côté et le plaisir individuel ressenti de l'autre ont tous deux une origine qui échappe à quelconque capacité à se déterminer par soi-même et permettent de comprendre ce qui sous-tend les concepts de volonté et d'effort. Nos dispositions génétiques guident nos choix en façonnant notre sentiment de satisfaction et donc influencent notre volonté. Nous pouvons élargir notre champ et appliquer cette logique à tout type de discipline. La dose de dopamine envoyée au cerveau d'une personne pratiquant la course à pied varie considérablement d'un individu à l'autre. Le coureur de fond de haut niveau bénéficie d'un plaisir décuplé lorsqu'il se met en action, d'où son activité de coureur de fond, là où un autre individu pourra vivre une multitude de désagréments tels que des points de côté, un essoufflement excessif, de la tachycardie ou une grande fatigue. Il faudrait à cette personne devoir fournir des efforts surhumains pour parvenir à concourir dans un championnat, quand d'autres, plus chanceux, pourront y accéder avec bien plus d'aisance et même du plaisir. Tout le monde aime manger un carré de chocolat de temps en temps, mais certains préféreront avaler la plaque de chocolat tout entière. Ces personnes manqueraient-elles de contrôle sur elles-mêmes? Aimeraient-elles plus que les autres l'idée de céder à la facilité? Auraient-elles une mauvaise volonté et mériteraient-elles donc le blâme social? En réalité, lorsque nous dégustons un carré de chocolat, les effets produits sur les papilles gustatives et surtout ceux déclenchés dans le cerveau sont aussi nombreux qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et plus le plaisir est grand, plus la tentation d'en reprendre sera proportionnelle. Ainsi, quel intérêt de manger une quantité de chocolat largement supérieure à ce que l'on sait être tolérable par notre organisme pour ne pas le mettre en difficulté, si ce n'est parce que l'on n'a pas d'autre choix que de faire ainsi? Peut-on comparer le mérite de deux individus consommant des quantités de chocolat très différentes quand on sait que l'un d'eux en ressent un plaisir largement supérieur? Cette sensibilité accrue des récepteurs sensoriels du plaisir aux aliments sucrés comme le chocolat peut d'autant plus travailler en synergie chez certaines personnes ayant des traumatismes psychologiques divers qui les pousseront, en plus de leur prédisposition biologique, vers des comportements d'alimentation compulsive. Car les conditionnements sociaux sont eux aussi à l'origine de nos appétences particulières et les traumatismes psychologiques dont je fais mention et dont nous pouvons difficilement en avoir été demandeurs, cela va sans dire, pourront nous mener inexorablement vers des comportements d'autodestruction. C'est ainsi que pendant que certains se contenteront d'un verre d'alcool, d'autres se devront de vider la bouteille. Et là encore, quel mérite particulier aurait donc celui qui n'a que peu de goût pour la boisson et dont le parcours ne l'a jamais poussé à s'abandonner à l'ivresse quotidienne? Son mode de vie aura beau être qualifié de bon et vertueux, il ne pourrait en tirer de plus grands mérites que ceux que la morale réprime. Il en est de même des activités intellectuelles. On devient facilement l'ingénieur, le comptable ou l'architecte que nos parents voulaient nous voir incarner lorsque travailler avec les chiffres n'est en fait que jouer avec les chiffres. Lorsque l'effort est d'abord et avant tout un plaisir. Mais nous avons pourtant une irrésistible tendance à valoriser moralement les personnes exerçant ce type d'emploi
Parce que nous considérons que ce qu'elles font est bien, et si c'est bien, alors nous pensons qu'elles ont du mérite à le faire. En quelques coups de crayon, de bien jeunes personnes vous improviseront un paysage complexe ou vous reproduiront un visage avec une précision remarquable, et cela sans n'avoir jamais pris de cours ni cherché à apprendre le dessin. Pour les autres, bien sûr que ça se travaille le dessin, mais ce travail, d'où proviendrait-il? Eh bien, à l'instar de ce que j'avais expliqué pour la musculation. Un attrait pour l'art en question, autrement dit un plaisir à pratiquer, et une facilité naturelle qui simplifie l'accès à la réussite et donc incite à aller plus loin. Autrement dit, là encore, deux choses que nous ne déterminons pas. Ceux que l'on considère comme ayant réussi et donc que l'on veut imiter peuvent légitimement être érigés en exemple, puisque nous aspirons à suivre leurs traces. Mais ce faisant, nous allons irrépressiblement leur conférer une valeur morale supérieure en leur attribuant un mérite, qui pourtant, comme nous l'avons vu, ne pourrait leur être dû, car les dispositions génétiques du vivant ne laissent aucune place à un tel concept, mais à seulement une rétribution parfaitement amorale des actes de chacun. Néanmoins, l'homme va avoir presque systématiquement recours au concept du mérite. Et s'il le fait, c'est parce que, d'une part, le mérite nourrit un sentiment de justice nécessaire au bon fonctionnement d'une société humaine, quand bien même cette justice serait parfaitement illusoire et factice. Donner une valeur morale aux inégalités de rétribution est une manière de justifier l'inégalité intrinsèque de la vie. Le mérite apparaît alors comme un des mythes fondateurs des sociétés humaines, un concept fabriqué par l'homme pour survivre. Et même si son utilisation peut être décriée comme facteur de renforcement des inégalités, il est avant tout le résultat des inégalités préexistantes et substantielles à la vie. Ainsi, en remplaçant la notion de mérite par celle de chance, nous dessinerions une carte bien plus fidèle à la réalité, et cela en toute situation. Et quant à la deuxième raison du recours au mérite, si nous valorisons les personnes dotées en réalité de cette chance, c'est très certainement parce qu'elles représentent ce qui va dans le sens de notre survie, ou du moins ce qui nous paraît aller dans ce sens. En tant qu'organisme vivant, nous ne faisons qu'obéir aux règles qui vont dans le sens de notre survie.